Dans un village tranquille où le parfum du chèvrefeuille masque des vérités oubliées, une tasse de thé peut cacher un crime, et le silence vaut parfois aveu. Miss Marple, entre deux mailles, observe ce que d'autres ignorent, et dévoile ce que nul n'ose dire. Depuis où écoutez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le-moi en commentaire. Entrons dans le mystère. Le train ralentit doucement à l'approche de la petite gare de Cliffmere, crachant quelques bouffées de vapeur blanche dans l'air tiède de fin d'après-midi. Miss Marple, assise près de la fenêtre, leva les yeux de son tricot pour observer le quai désert, bordé de tamaris et de rosiers légèrement fanés. Le voyage depuis Sainte Mary Mead avait été paisible, ponctué par le cliquetis des roues sur les rails et la lecture partielle d'un roman policier qu'elle jugeait, en toute franchise, un peu trop bruyant à son goût. Sur le quai l'attendait Madame Dalrymple, fine et droite malgré les années, vêtue d'un manteau gris perle et d'un chapeau en feutre sombre. Elle tendit les bras avec chaleur à son amie. « Ma chère Jane, tu n'as pas changé. Et vous non plus, Clarissa. Vous êtes aussi vive qu'un bouton d'or en avril, » répondit Miss Marple en souriant. Elles s'embrassèrent, et le porteur prit les deux valises sans mot dire. Le chemin vers la maison longeait une haie de lauriers cerises et s'ouvrait sur une vue splendide. Des toits en ardoise, une église trapue, et au loin, la mer qui respirait lentement sous le ciel poudré de lavande. Mais derrière la douceur apparente de ce paysage, Miss Marple perçut aussitôt, sans pouvoir encore l'expliquer, cette tension ténue et familière que l'on ressent parfois dans les lieux où l'on tait des choses importantes. La maison de Mrs. Dalrymple était une bâtisse élégante aux volets vert pâle, entourée d'un jardin en terrasse où s'épanouissaient encore quelques dahlias tardifs. L'intérieur était aussi soigné qu'un mouchoir repassé. Tapis aux motifs discrets, mobilier ancien, porcelaine exposée dans des vitrines à croisillons. Miss Marple, en déposant ses gants sur la console, laissa son regard errer vers la cheminée. Une photographie en noir et blanc y trônait, encadrée de bois foncé. On y voyait un homme d'une cinquantaine d'années, au regard assuré, posant à côté de Geoffrey Blanchard, reconnaissable à son sourire ironique. « Votre feu défunt époux » demanda-t-elle d'un ton neutre. « Non » répondit Madame Dalrymple en baissant la voix. « C'est le père de Geoffrey. Il n'a jamais été très généreux en affection. » Un silence suivit, seulement troublé par le tic-tac doux d'une horloge de cheminée. Miss Marple nota ce détail sans commentaire. Un portrait mal placé, une remarque glissée avec soin. On proposa une promenade sur les hauteurs côtières. Le chemin serpentait entre les ajoncs, bordés de murets moussus et parfumés par l'air marin chargé d'iode. La brume descendait doucement, s'accrochant aux buissons, enveloppant les arbres d'un voile diaphane. Miss Marple, emmitouflée dans un châle bleu pâle, avançait d'un pas tranquille, écoutant son ami évoquer les dernières rumeurs du village. Une pension vendue à un promoteur, le curé souffrant d'une angine chronique, et la fiancée inattendue de Geoffrey Blanchard. « Il dit qu'il est amoureux », soupira Mrs. Dalrymple. « Mais je doute qu'un homme comme lui change vraiment. » Miss Marple ne répondit pas tout de suite. Son regard s'attardait sur un banc de pierre couvert de mousse, orienté face à la mer. Elle avait toujours cru que les lieux gardaient mémoire des paroles prononcées, surtout celles que l'on aurait préféré ne jamais entendre. Alors qu'elles atteignaient un tournant ombragé du sentier, deux silhouettes surgirent de la brume. Geoffrey Blanchard, impeccable dans une veste de tweed gris clair, avançait d'un pas vif aux côtés d'une jeune femme que Miss Marple devina être Viviane. Elle était d'une beauté discrète, presque trop lisse, avec un visage pâle encadré de cheveux sombres et une robe ivoire d'une simplicité étudiée. Geoffrey s'arrêta aussitôt en reconnaissant Madame Dalrymple, et son sourire se fit charmeur. « Clarissa, quel plaisir de vous croiser. Permettez-moi de vous présenter ma fiancée. » Viviane s'inclina légèrement, murmurant un bonsoir à peine audible. Miss Marple, attentive, capta une légère crispation au coin de sa bouche, comme si parler lui coûtait. « Nous revenons du promontoire. L'endroit est si romantique au coucher du soleil, » dit Geoffrey avec désinvolture.
Mais il y avait dans sa voix une note forcée, et dans le regard de Viviane, une absence troublante. Miss Marple sentit, sans encore pouvoir l'expliquer, que cette jeune femme semblait étrangère à l'instant présent, comme si elle jouait un rôle dans une pièce dont elle n'avait pas choisi les répliques. Tandis que les deux couples échangeaient quelques banalités, Miss Marple aperçut, en retrait derrière un bosquet d'aubépines, une femme seule, coiffée d'un chapeau noir à voilette. Elle n'était pas proche, mais suffisamment visible pour que Geoffrey tourne brièvement la tête dans sa direction. Ce fut rapide, presque imperceptible, un frémissement dans les traits, un battement de cils légèrement trop long. Mais pour Miss Marple, ce regard avait tout dit. La passante détourna aussitôt les yeux et reprit sa marche en sens inverse. Geoffrey se racla la gorge, pressant légèrement le bras de Viviane, puis salua à nouveau, avant de disparaître dans le tournant du sentier. « Qui est donc cette dame ?» demanda Miss Marple, d'un ton neutre. Mrs. Dalrymple haussa les épaules, mais elle fronça les sourcils. Cela ressemblait à Millicent, l'ex-femme de Geoffrey, mais je peux me tromper. La brume trompe plus que les miroirs. Le chemin les mena jusqu'à un replat herbeux qui surplombait la mer. C'était là, selon Madame Dalrymple, que Geoffrey aimait s'asseoir autrefois, lorsqu'il était encore marié à Millicent. Le lieu avait quelque chose d'isolé et de mélancolique. Un banc en bois sculpté, une rambarde en fer forgé à demi rongée par le sel, et au loin, l'horizon noyé dans le gris argenté. Millicent et lui venaient ici presque tous les dimanches. Elle apportait une nappe et du thé en thermos, se souvient Madame Dalrymple. Il paraissait si attaché à elle, à l'époque. Miss Marple s'assit sur le banc, son tricot sur les genoux, mais les mains immobiles. Elle imaginait sans peine une scène d'autrefois. 2 tasses de porcelaine posées à même l'herbe, une pelote de laine oubliée, un mot doux chuchoté contre le vent. Et pourtant, dit-elle doucement, les souvenirs heureux sont parfois les plus dangereux, quand ils deviennent des armes. Mrs. Dalrymple tourna la tête, surprise. Mais Miss Marple observait déjà le sol, où une trace de talon semblait briser la mousse en demi-lune. Alors qu'elle faisait demi-tour, un souffle sonore fusa au loin. Un éclat de voix, brusque, interrompu net, comme un mot tranché avant sa fin. Puis plus rien, hormis le fracas régulier des vagues contre les rochers. « Avez-vous entendu ?» demanda Miss Marple, s'arrêtant net. « Le vent dans les pins peut-être » hasarda Mrs. Dalrymple, mais son ton était moins assuré qu'à l'accoutumée. La brume s'épaississait maintenant, floutant les formes, effaçant les repères. Le sentier semblait plus étroit, plus incertain. Miss Marple, tenant fermement le bras de son amie, ne dit plus un mot. Mais en elle montait cette sensation familière. Quelque chose, ce soir-là, venait de basculer. Et dans le silence revenu, elle savait déjà, comme elle savait toujours, que ce chapitre de Cliffmere ne serait pas un simple séjour de repos. Quelqu'un, quelque part dans cette brume, avait franchi une ligne invisible. Et le vent, bien sûr, n'avait rien à voir là. D'une sirène étrangère fendait l'air, discordant comme une note fausse dans un concert bien réglé. Miss Marple ouvrit ses rideaux avec ce calme qui la caractérisait. Mais son regard attentif capta aussitôt l'anomalie. 2 policiers marchaient en contrebas, l'un portant une sacoche de cuir, l'autre une longue vue. Au loin, la mer semblait plus pâle que d'habitude, comme si elle-même retenait son souffle. Madame Dalrymple entra dans la chambre sans frapper, chose rare. « Jane, il s'est passé quelque chose. On parle d'un corps retrouvé au pied des falaises. » Miss Marple replia doucement son tricot, le posa sur la commode et répondit simplement. « J'avais entendu les mouettes crier plus tôt que d'habitude. Ce n'est jamais bon signe. » Déjà, l'air du village se chargeait de cette tension légère, presque imperceptible, mais que Miss Marple savait lire comme d'autres lisent les nuages. Un événement s'était produit, et avec lui, un déséquilibre. Reste à comprendre lequel, et surtout pourquoi. Quelques heures plus tard, Miss Marple et Mrs. Dalrymple s'installèrent au salon de thé de Mrs. Cholmondeley.
tenue avec une rigueur digne d'un régiment écossais. Les voix y étaient basses, mais agitées. On ne parlait que de cela. C'était Geoffrey Blanchard, souffla une cliente à sa voisine. On l'a retrouvé au pied du promontoire, tombé. Ou peut-être, vous savez. Un silence s'installa, pesant. Mrs. Cholmondeley, en déposant 2 tasses de Darjeeling sur la table de Miss Marple, murmura avec un air entendu. On dit que c'était volontaire, un geste romantique. Il paraîtrait qu'il s'est disputé avec sa fiancée hier soir. Miss Marple remercia poliment, sans réagir. Mais derrière son regard calme, les engrenages s'étaient mis en mouvement. Une chute, une dispute, un geste désespéré. Trop simple, trop commode. Et surtout, trop théâtral pour un homme comme Geoffrey Blanchard. L'endroit où l'on avait retrouvé le corps de Geoffrey était à peine accessible, niché entre 2 pans de falaise, battus par les embruns. La police avait balisé le sentier, mais Miss Marple, en connaisseuse des protocoles et des silences, avait réussi à s'approcher suffisamment pour observer. Le corps avait été déplacé, bien sûr, mais la mousse encore fraîche portait la trace nette d'un impact brutal. Un agent parlait de glissade, un autre de suicide. Tous semblaient d'accord pour ne pas trop poser de questions. Mais Miss Marple, elle, s'attarda sur un détail. L'écharpe de Geoffrey, une laine écossaise d'excellente facture, était dénouée, pendante, comme arrachée à la hâte. Et surtout, elle était du mauvais côté. Le vent, ce jour-là, aurait dû la rabattre à gauche. Or, elle était étalée vers la droite, comme si quelqu'un l'avait tirée. Un policier essuya ses lunettes et dit à mi-voix « Rien de suspect, il a dû sauter. » C'est ce que tout le monde pense. Miss Marple se détourna lentement. « Tout le monde pense ce qu'on lui a suggéré de penser, » dit-elle, presque pour elle-même. Lorsqu'elles virent Vivian pour la première fois depuis la tragédie, elle était assise dans le petit salon de la pension où elle logeait, les mains croisées sur ses genoux, un mouchoir chiffonné à la main. Son regard était fixe, sa voix faible, mais chaque mot semblait peser, comme appris à l'avance. Geoffrey m'a embrassé, m'a dit qu'il avait besoin de réfléchir seul. Il est parti sans que je puisse le retenir. Sa voix ne tremblait pas, et c'était précisément cela qui troubla Miss Marple. La jeune femme semblait jouer un rôle, celui de la veuve avant l'heure, accablée mais digne. Il était bouleversé, ajouta-t-elle. Il m'a parlé d'échecs, de regrets. Mais Miss Marple savait ce que c'était que le vrai chagrin. Il se cache dans les silences maladroits, dans les gestes nerveux, dans l'oubli des convenances. Et Vivian n'avait rien oublié. À la demande polie mais insistante de Miss Marple, Mrs. Dalrymple parvint à obtenir la permission d'entrer brièvement dans le salon privé où Geoffrey avait passé ses dernières heures. Rien n'avait été encore déplacé. Miss Marple s'y attarda avec attention. Tout semblait figé, comme une nature morte. La chaise légèrement tirée, un livre fermé à mi-chemin, une paire de gants soigneusement posés sur la console. Mais ce fut la tasse de thé qui retint toute son attention. Elle était pleine. Le thé à peine tiède. Une mince pellicule de crème flottait encore à la surface, preuve que la boisson n'avait pas été touchée. « Il a été servi vers 5 heures, » dit l'employé. « Il a dit qu'il le prendrait seul. »« Et personne ne l'a vu le boire ?» demanda Miss Marple. « Non, madame, il est sorti juste après. La tasse était intacte. » Miss Marple hocha la tête. Un homme qui se prépare à une promenade solitaire dans la brume, après avoir demandé du thé, mais sans en boire une goutte. Voilà qui ne collait pas avec l'idée d'un désespoir impulsif. Plus tard dans la soirée, Mrs. Dalrymple, tout en reprenant son tricot, évoqua un détail qu'elle avait remarqué sans y prêter attention. Le foulard de Geoffrey, celui qu'il portait hier. Il ne le mettait que lorsqu'il dînait dehors. C'était son foulard de sortie, comme il disait. Miss Marple releva la qu'il s'était quitté après une promenade dans le jardin, non? Exactement. Le foulard, en soie foncée, avait été retrouvé sur le corps. Noué avec soin, mais dans un style différent de celui habituellement utilisé par Geoffrey, selon Madame Dalrymple. Miss Marple repensa alors à l'écharpe déplacée, au thé intact, au récit trop lisse de la jeune fiancée. Et une idée, encore floue, se forma. Et si le foulard n'avait pas été mis par Geoffrey lui-même?
Ou plus troublante encore, si ce foulard avait été noué après sa mort. Le lendemain, au marché du village, Miss Marple échangea quelques mots avec Mrs. Edgecombe, une veuve vive et curieuse, qui habitait non loin du promontoire. « J'ai vu 2 silhouettes la nuit dernière, dans la brume. Une grande, une plus menue. Ils se tenaient près du bord. J'ai cru à un couple, peut-être Geoffrey et sa fiancée. Vous en êtes certaine ?» demanda Miss Marple avec douceur. Mrs. Edgecombe pinça les lèvres. « Eh bien, je n'en suis plus si sûr. La plus petite personne portait un manteau sombre et un chapeau. Ce n'est pas ce que Vivian avait hier, si je ne m'abuse. Un détail, un vêtement. Un témoignage flou. Mais dans l'esprit de Miss Marple, les pièces du puzzle commençaient à s'imbriquer. Lentement, mais sûrement. Assise sur un banc du jardin, son tricot à la main mais sans y toucher, Miss Marple laissait ses pensées vagabonder. Geoffrey, mort. Une tasse intacte. Un foulard déplacé. Une fiancée trop calme. Une silhouette inconnue dans la brume. Ce n'était pas l'image d'un homme accablé par le chagrin. C'était, au contraire, celle d'un homme surpris, peut-être même piégé. Le vent soufflait entre les branches, emportant avec lui les fragments d'une histoire qu'on voulait simple, tragique, romantique. Mais Miss Marple savait qu'à Cliffmere, comme ailleurs, les gestes les plus tendres pouvaient cacher les intentions les plus froides. Et si ce baiser avant la chute n'avait été qu'un masque, une ultime mise en scène? Miss Marple releva les yeux vers l'horizon. Le vrai travail venait à peine de commencer. Depuis la nouvelle du drame, Vivian s'était enfermée dans sa chambre, volets clos et rideaux tirés, refusant de recevoir quiconque. Madame Dalrymple, soucieuse mais respectueuse, n'avait pas insisté, et même les policiers avaient renoncé à leur interrogatoire pour l'instant. Miss Marple, quant à elle, n'éprouvait ni impatience ni colère. Elle connaissait trop bien les visages du chagrin pour s'étonner du repli. Mais ce silence impeccable, sans heurts ni cris, sans larmes ni sanglots, avait en lui quelque chose d'incongru. Trop propre, trop contrôlé. Finalement, dans l'après-midi, Vivian consentit à ouvrir la porte. Elle apparut, pâle et lisse, dans une robe en soie ivoire, ses cheveux parfaitement coiffés. Sa voix, lorsqu'elle salua Miss Marple, était douce, presque musicale. Mais ce fut précisément cette absence de rupture, cette retenue soignée, qui éveilla en Miss Marple ce frisson intérieur qu'elle n'éprouvait qu'en présence d'un mensonge poli. Assise au bord du lit, Vivian raconta d'une voix égale le déroulement de la veille. Geoffrey, dit-elle, était troublé depuis plusieurs jours. Il avait demandé à parler seul à seul, l'avait emmené en promenade jusqu'au promontoire, puis, dans un moment de grande tendresse, l'avait embrassé et lui avait dit qu'il devait réfléchir, seul, à l'avenir. Il m'a dit qu'il m'aimait, mais qu'il portait encore beaucoup de poids du passé. Et puis, il est parti. Elle baissa les yeux, joignant les mains avec grâce sur ses genoux. Miss Marple observait sans rien dire. Le récit n'avait rien d'extraordinaire, et justement, il était exactement ce qu'on attendait qu'il soit. Mais dans les silences entre les phrases, il y avait quelque chose de trop organisé, comme une pièce montée trop symétrique pour être vraie. Et surtout, pas un mot sur ce qu'elle avait vu, ou sur ce qu'elle aurait préféré taire. En se penchant pour replacer une tasse sur la table basse, Miss Marple aperçut une photographie tombée au sol. Elle s'en empara délicatement, mais son regard se posa, presque sans y penser, sur le col du manteau de Geoffrey visible sur l'image. Un souvenir du jour précédent s'imposa à elle. Lorsqu'elle avait vu le corps, il y avait sur ce même col une trace de rouge à lèvres éclatante, cramoisie, presque provocante. Elle leva alors les yeux vers Vivian, qui portait à peine une touche de pêche rosée, à peine perceptible, presque nude. Même dans la lumière la plus flatteuse, le contraste était saisissant. « Ce rouge-là, vous le portiez hier soir ?» Vivian parut surprise, puis secoua la tête avec douceur. « Non, je ne mets jamais de teinte vive. Geoffrey aimait la discrétion. » Miss Marple hocha la tête sans insister. Ce genre de détail n'attirait jamais l'attention des hommes, ni celle des inspecteurs.
Mais pour elle, il valait une confession. Quelqu'un avait embrassé Geoffrey peu avant sa mort. Quelqu'un qui n'était pas Viviane, ou qui portait un rouge à lèvres qu'elle avait retiré depuis instant la pièce. Miss Marple promena les doigts sur le dossier du fauteuil. La robe ivoire qu'elle avait remarquée plus tôt pendait sur un porte-manteau. Impeccablement repassée, elle ne présentait aucune marque, aucun pli suspect. Mais la vieille demoiselle n'était pas dupe. Les plis du tissu racontent aussi des histoires. Une robe portée toute la journée garde l'empreinte du corps, des tensions, des mouvements. Celle-ci avait été soigneusement remise en ordre, trop récemment pour être anodine. Viviane était-elle sortie dans une autre tenue? Ou bien avait-elle eu besoin de se changer précipitamment, après un événement bouleversant? Miss Marple ne posa pas la question. Elle savait qu'un vêtement repassé trop tôt vaut parfois plus qu'un alibi tardif. Et à Cliffmere, la propreté excessive cachait souvent plus de boue qu'on ne voulait bien le croire. Le lendemain matin, autour d'un thé noir bien chaud, Mrs. Dalrymple posa sa tasse avec une lenteur calculée. « Jane, que pensez-vous réellement de cette jeune femme ?» Miss Marple leva les yeux de son tricot. « Je pense qu'elle est très douce et très soigneuse. Et peut-être trop lisse pour être tout à fait sincère. » Mrs. Dalrymple soupira. « C'est étrange, mais depuis le début je n'arrive pas à lui faire confiance. Elle est polie, charmante même, mais on dirait qu'elle n'est jamais vraiment là. Comme une présence peinte dans le décor. » Miss Marple sourit doucement. Elle aussi avait cette impression. Non pas que Viviane mente de manière évidente, non, mais qu'elle dissimulait quelque chose, ou qu'elle jouait un rôle qui n'était pas tout à fait le sien. Et peut-être que ce rôle lui avait été imposé. En passant devant la chambre de Viviane, dont la porte était entr'ouverte, Miss Marple eut la délicatesse de détourner les yeux. Mais un détail la retint. Sur la coiffeuse, à demi dissimulée sous un foulard, un petit coffret de maquillage était entr'ouvert. Une curiosité discrète, mais tout à fait légitime, la poussa à jeter un bref regard. À l'intérieur, divers objets. Pinceaux, poudre, épingles à cheveux, un flacon de parfum presque vide. Et, bien rangé dans un coin, un tube de rouge à lèvres d'un rouge profond, la teinte exacte de celle retrouvée sur le col de Geoffrey. Mais le bâton était intact, jamais utilisé. Un rouge à lèvres neuf, pourtant parfaitement assorti à une trace sur un mort. Miss Marple fronça à peine les sourcils. Viviane avait-elle acheté ce rouge par curiosité? Ou était-ce un leurre? Ou pire, avait-elle remplacé le sien? Il fallait désormais se demander si cette couleur était la signature de quelqu'un d'autre, ou si Viviane avait fait disparaître la vraie teinte, celle qui avait été utilisée, avant de réorganiser soigneusement le contenu de sa trousse. Assise dans le jardin, son tricot sur les genoux, Miss Marple laissa ses pensées s'organiser avec cette rigueur paisible qui la caractérisait. Viviane, cette jeune femme si bien élevée, si douce, si correcte, trop correcte. Elle repassa mentalement les détails. La robe repassée, le thé non bu, la trace de rouge déplacée, le récit trop fluide, la froideur maîtrisée. Tout cela construisait un portrait qui ne résistait pas à l'épreuve du naturel. Mais alors, deux possibilités se dessinaient. Soit Viviane jouait un rôle, soit elle était elle-même manipulée, un pion sur l'échiquier d'un jeu plus ancien et plus cruel. Miss Marple ne tranchait jamais trop tôt. Elle observait, elle écoutait, elle notait. Car la vérité, dans les villages comme dans les salons, est souvent cousue d'apparence. Et quand une image est trop lisse, c'est peut-être qu'on a gommé les ombres. Et à Cliffmere, il y avait de plus en plus d'ombres. Et un baiser dans la brume qui n'avait rien de romantique. Le salon de thé de Mrs. Cholmondeley, sur la place du village, offrait ce charme discret propre au lieu où le quotidien se mêle aux confessions involontaires. Les nappes fleuries y étaient toujours parfaitement repassées, les parts de tarte au citron étonnamment généreuses, et les conversations, tout sauf anodines. Miss Marple, fidèle à son instinct, choisit une table près de la vitrine mais à l'abri des regards directs. Un emplacement stratégique d'où l'on pouvait tout entendre sans être vu. Elle salua poliment Mrs. Cholmondeley, qui lui servit sa commande sans poser de questions. Thé noir fort,
avec une pointe de lait, et scone aux raisins tièdes. La rumeur du village, comme souvent, flottait dans l'air entre les cuillères et les miettes de sucre. Miss Marple se pencha légèrement, son tricot entre les mains, feignant l'oubli. Mais ses oreilles étaient bien éveillées. Ce matin-là, les tartes n'étaient pas les seules choses à mijoter chez Mrs. Chumley. Dans un coin du salon, deux villageoises connues pour leur langue agile échangeaient à voix basse, leurs chapeaux à fleurs frémissant d'indignation contenue. « Il paraît que Millicent l'a menacée devant tout le monde, » dit l'une. « Oh, elle n'a jamais digéré leur divorce, » répondit l'autre. « Et cette Viviane, jeune, jolie, silencieuse, ça a dû la rendre folle. » Miss Marple, mémoire comme une maille bien formée. Une dispute, publique, récente, voilà qui contredisait l'image d'une rupture ancienne et paisible. Ils se sont croisés à l'église dimanche dernier, ajouta la première, et elle lui a dit qu'il paierait pour ce qu'il lui avait pris. Elle pariait sans doute qu'il lui reviendrait. Un rire bref conclut l'échange, avant que les deux femmes ne changent de sujet. Mais pour Miss Marple, le fil était lancé. La rancune, même ancienne, se réveille vite quand un héritage est en jeu. Un peu plus tard, Mrs. Chumley s'approcha de la table de Miss Marple, avec l'air affairé de celle qui ne cherche pas à parler, mais ne peut s'en empêcher. « Savez-vous que Geoffrey comptait vendre la maison de la Grange Bleue ?» demanda-t-elle à mi-voix, en versant un peu d'eau chaude dans la théière. Miss Marple leva les yeux avec un intérêt poli. « La Grange Bleue ? Mais c'était la maison de sa première épouse, non ? Justement. Une jolie bâtisse, pas très grande, mais avec du charme. Il paraît qu'il voulait s'en débarrasser pour financer un voyage avec la petite Viviane. » Elle marqua une pause, puis ajouta. « Millicent a toujours considéré cette maison comme une part d'elle-même. Après tout, c'est elle qui l'a décorée, entretenue, aimée. Alors quand elle a su... » Elle se contenta d'un haussement d'épaules. Mais Miss Marple comprit tout. Vendre une maison, ce n'est pas toujours vendre des briques. Parfois, on liquide des souvenirs. Et Millicent, femme d'apparence maîtrisée, n'était peut-être pas aussi détachée qu'elle voulait le faire croire. Alors que Miss Marple s'apprêtait à régler son addition, Mrs. Chumley lui glissa, presque comme une confidence échappée par mégarde. « Il y a quelques mois, Viviane est venue seule ici, pour commander un gâteau d'anniversaire. Millicent est entrée à ce moment-là. Elle se pencha légèrement. Le silence qui a suivi m'a glacé. Pas un mot, pas un sourire. Mais leur regard. C'était comme si tout un roman venait de se rejouer dans cette pièce. Miss Marple hocha lentement la tête. Une tension ancienne, oui. Une rivalité non dite peut-être. Pas de cris, pas d'insultes, mais un poison discret, lent, comme on en trouve dans les petits villages, ou dans les tasses trop pleines. Et si Vivian avait accepté son rôle sans broncher? Peut-être que Millicent ne l'avait jamais vraiment accepté. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, Miss Marple fut interpellée par un vieux monsieur installé près du poêle, occupé à lire un journal local jauni. « Vous parlez de Millicent ?» lança-t-il sans lever les yeux. « Moi, je l'ai vu rôder près du promontoire la veille au soir du drame. » Tard, trop tard pour une promenade honnête. Miss Marple s'arrêta surprise. Elle s'approcha avec douceur. « Vous en êtes certain, monsieur Hargreaves ?» Il haussa les épaules. « Certain de ce que je vois. » Elle avait une écharpe rouge et son manteau noir, bien reconnaissable. Elle le remercia poliment, puis sortit dans l'air frais de l'après-midi. Une femme trop digne pour suivre un homme, mais assez tourmentée pour observer, cachée dans les ombres, et peut-être plus encore. La question restait en suspens. Qu'était-elle venue chercher ce soir-là? Un adieu ou une vengeance? Sur le chemin du retour, Miss Marple s'arrêta chez Mrs. Chumley, prétextant avoir oublié son tricot. Celle-ci, confuse, la fit entrer dans l'arrière-boutique où s'empilaient des plateaux, des tasses dépareillées et une corbeille à linge fraîchement lavée. En y plongeant les mains, Miss Marple aperçut une serviette roulée, brodée de lettres fines. M.B. « Oh, je crois que c'est à Millicent, » dit Mrs. Chumley confuse. Elle l'avait apporté l'autre jour, pour envelopper des scones, mais elle est repartie sans. Miss Marple prit doucement la serviette, la dépliant avec soin. L'étoffe sentait la lavande, mais portait aussi une tache à peine visible,
comme une éclaboussure brune séchée. Un résidu de confiture, peut-être, ou autre chose. Pourquoi une femme aussi soigneuse aurait-elle oublié un objet personnel? Un oubli accidentel? Ou un abandon volontaire? Un détail anodin, peut-être. Mais dans le monde de Miss Marple, les petits oublis sont souvent les messagers des grandes vérités. De retour chez Mrs. Dalrymple, Miss Marple se prépara une tasse de thé et s'installa près de la fenêtre, les genoux recouverts d'un plaid léger. Autour d'elle, la maison respirait une tranquillité trompeuse. Le feu crépitait doucement dans l'âtre, et au loin, le clocher de l'église égrenait les heures avec une régularité rassurante. Mais dans son esprit, les aiguilles tournaient autrement. La rancune de Millicent, la vente de la maison, le regard entre Vivian et Geoffrey, la silhouette dans la brume. Et cette serviette, laissée là comme un signe silencieux. Trop d'éléments pour une simple coïncidence. Trop d'indices pour un drame spontané. Et si Millicent, discrète, élégante, avait, sous ses gestes gracieux, mûri un... Et certaines savent très bien qu'en frapper. Le thé était encore chaud, mais déjà, l'affaire prenait un goût plus corsé que prévu. Ce jour-là, Mrs. Dalrymple avait préparé un goûter raffiné. Scones tièdes, confiture maison, et un thé fumé servi dans une porcelaine héritée de sa grand-mère. Miss Marple, bien installée près de la baie vitrée, faisait mine de tricoter, son regard glissant paisiblement d'un point à l'autre de la pièce. Une remarque apparemment anodine capta son attention. La pelote de laine de M. Dalrymple avait roulé sous une chaise placée à l'écart, près du piano. Or cette chaise, Miss Marple le savait, n'était jamais utilisée. Trop bancale, un peu trop basse, et de l'aveu même de Mrs. Dalrymple, absolument inconfortable. Elle en fit mentalement une note. Un objet déplacé dans un décor familier n'est jamais innocent. Ce n'était pas tant la pelote qui importait, mais la main qui l'avait fait tomber, et surtout, pourquoi elle n'avait pas été ramassée. Un fil de laine oublié est parfois le début d'un fil à tirer. Parmi les convives de ce goûter aimablement mondain, se trouvait Madame Cornish, une femme connue pour son art consommé de tout savoir sans jamais poser de questions. Du moins, pas à voix haute. Elle s'était assise près du buffet, bavardant d'une voix douce et toujours ponctuée d'un rire léger. Mais ce fut l'une de ses remarques qui fit sourciller Miss Marple. Il paraît que Geoffrey avait prévu de léguer sa maison à Vivian, et même quelques titres de rente. Une décision audacieuse, vous ne trouvez pas? Pour une si jeune fiancée, personne n'avait encore évoqué ce détail publiquement. L'information était précise, presque trop. Et surtout, elle suggérait une familiarité avec un document privé. Miss Marple observa Mrs. Cornish en silence. Comment une simple voisine pouvait-elle connaître les volontés testamentaires de Geoffrey avec une telle assurance? À Cliffmere, la curiosité n'est pas rare. Mais celle-là avait des allures de préméditation. Mrs. Cornish, tout en remuant distraitement son thé, poursuivit sur un ton détaché. Je ne dis pas que Millicent en aurait voulu à Vivian, bien sûr, mais on peut imaginer qu'elle n'ait pas été ravie d'apprendre qu'elle serait déshéritée. Elle porta sa tasse à ses lèvres, puis ajouta avec un sourire. Les histoires d'héritage réveillent parfois ce qu'il y a de plus ancestral, chez certains. Miss Marple acquiesça poliment, mais notait intérieurement le poids de cette phrase si habilement déguisée. Ce n'était pas une supposition, c'était une suggestion plantée comme une graine dans l'esprit des autres, insinuée sans accuser, dire sans dire. Un art que Madame Cornish maniait avec une finesse redoutable. Et pourtant, ce trop-plein de subtilité pouvait aussi trahir autre chose. La volonté de détourner l'attention, de faire porter l'ombre ailleurs, pour mieux cacher où elle tombait vraiment. Alors que les invités se levaient pour déguster une tarte au citron posée sur le guéridon, Miss Marple promena lentement son regard dans le salon. Sur le rebord de la cheminée, posée comme négligemment, elle aperçut une broche en forme de marguerite, ciselée dans un métal clair. Elle la reconnut aussitôt. Mrs. Cornish la portait toujours, attachée à son châle, ou sur le revers de son manteau. Une pièce précieuse à laquelle elle semblait tenir. Et pourtant, elle n'en disait mot. Ne l'avait pas cherchée. Ne semblait même pas avoir remarqué sa disparition.
Miss Marple fronça imperceptiblement les sourcils. Une femme aussi attentive que Mrs. Cornish ne laisse pas traîner ses bijoux n'importe où. Ce n'était pas tant la broche en soi qui posait question, mais sa présence ici, loin du manteau de sa propriétaire. Comme si elle avait été enlevée à la hâte, ou oubliée dans un moment où l'on avait autre chose à penser que son apparence. En fin d'après-midi, alors que les invités s'étaient dispersés, Miss Marple demeura avec Mrs. Dalrymple dans le salon paisible à la lumière dorée. La théière était presque vide, et le silence avait retrouvé sa place entre les rideaux et les horloges. « Jane, » dit doucement Mrs. Dalrymple, « je crois que je dois vous dire quelque chose. » Miss Marple la regarda avec douceur. « Geoffrey, il m'avait parlé de son testament. Il m'avait dit qu'il allait tout changer, pour Vivian. Et vous pensez qu'il l'a fait? J'en suis certaine. Il m'a même demandé l'adresse d'un notaire à Torquay, moins bavard que ceux d'ici. » Miss Marple resta silencieuse un instant. Emily Sent, était-elle au courant? Mrs. Dalrymple hésita. Pas officiellement, mais dans un village comme Cliffmere, les murs écoutent, et parfois, ils parlent. Un silence s'installa, chargé de cette vérité que personne ne voulait prononcer. Ce testament, même encore frais d'encre, pouvait avoir allumé en quelqu'un une vieille flamme éteinte depuis longtemps. Non celle de l'amour, mais celle, bien plus tenace, de la rancune. Et Miss Marple savait que les cœurs blessés ne se contentent pas toujours. Fauteuil où elle avait aperçu la pelote de laine. Elle s'accroupit lentement, comme pour récupérer son tricot, et leva les yeux vers la porte. Mrs. Cornish s'y tenait, figée. Ses yeux étaient fixés sur la pelote. Mais ce n'était pas le regard d'une simple distraction. Il y avait là une tension subtile, un éclat de conscience, comme si elle venait de reconnaître une scène, ou de se souvenir d'un geste. Miss Marple se redressa lentement. « C'est drôle, » dit-elle à mi-voix. « Comme les objets ont le don de tomber là où ils ne devraient jamais se trouver. » Mrs. Cornish ne répondit pas. Elle ajusta son châle, marmonna un remerciement à Madame Dalrymple, puis sortit rapidement. Mais le malaise était resté, flottant dans la pièce comme une odeur de cire oubliée. Miss Marple, elle, sentait que quelque chose venait de se fissurer. Car parfois un silence trop long ne protège pas. Il trahit. Par une fin de matinée paisible, Miss Marple se présenta chez le docteur Hugh Latham, évoquant une gêne passagère à l'épaule. Le prétexte était mince, mais recevable, car elle savait le médecin assez scrupuleux pour ne pas refuser une consultation, même officieuse. Le cabinet, aménagé dans une annexe de sa demeure, respirait l'ordre et la modération. Flacons rangés au cordeau, livres médicaux impeccablement alignés, odeur discrète de camphre et de cire. Le docteur, homme d'un certain âge à la voix grave et mesurée, reçut Miss Marple avec une bienveillance polie. « Rien de grave, » dit-il après quelques mouvements d'examen. « Un peu de fatigue musculaire, mais je parie que ce n'est pas uniquement cela qui vous amène ici. » Miss Marple esquissa un sourire. « Vous êtes perspicace, docteur. Il se trouve que je m'interroge sur ce que vous auriez pu remarquer. La veille de ce malheureux accident. Et déjà, dans le regard du médecin, une réserve s'installait, celle des hommes qui ont vu quelque chose. Mais hésite à le dire. » Le docteur Latham prit un moment avant de répondre, comme s'il pesait chaque mot à venir. Puis il déclara. « J'étais sorti prendre l'air tard, après une visite chez Mrs. Harding. Elle souffre d'insomnie, et je lui ai porté quelques gouttes de valériane. En revenant par le sentier des falaises, j'ai vu une silhouette. » Miss Marple inclina doucement la tête. « Une silhouette? Oui, juste une forme, dans la brume. La personne se tenait près du promontoire, immobile, comme en attente. Vous n'avez pas reconnu cette personne? » Il secoua la tête. Trop sombre, trop de vent. Mais ce n'était pas Geoffrey, trop mince. Et je crois que cette personne portait un chapeau à large bord, peut-être féminin. Il se tut un instant, son regard se perdant vers la fenêtre. Je n'ai pas signalé cela à la police. Il semblait si certain du suicide. Et moi si incertain de ce que j'avais vu. Mais Miss Marple, elle, ne doutait pas.
C'était bien souvent dans ces incertitudes que se glissait la vérité. Miss Marple observa que le docteur, bien que réticent à faire des suppositions, faisait preuve d'une mémoire étonnamment précise. Sans qu'elle ait eu besoin de le pousser, il évoqua l'heure. Il était 21h17. Mon horloge murale avait sonné peu avant. Puis la direction du vent. Nord-est, assez fort, comme souvent à Cliffmere en cette saison. Et la couleur du manteau? Demanda-t-elle, l'air innocent. Foncé, répondit-il. Mais il me semble y avoir vu une doublure claire, beige ou crème, peut-être un revers. C'est ce qui a attiré mon œil. Un contraste avec le reste de la silhouette. Miss Marple ne commenta pas, mais intérieurement, elle replaça ce détail à côté d'autres. L'écharpe de Geoffrey, la broche oubliée, la serviette brodée. Les fils s'enchevêtraient, mais dans un motif que seule une mémoire aussi ordonnée, comme celle du médecin ou la sienne, pouvait peu à peu démêler. La conversation s'engagea sur Geoffrey Blanchard lui-même, ses habitudes, sa santé. Le docteur, prudent mais honnête, évoqua un homme stressé, sujet aux migraines et à l'irritabilité. Puis, comme en passant, il ajouta « Il m'avait parlé d'un homme. Gregory Peel, je crois. Un ancien associé avec qui il avait eu de gros différends. Je pensais que cette histoire était close depuis des années. Mais récemment, Geoffrey semblait agité en évoquant son nom. Miss Marple se pencha légèrement. Et que s'était-il passé entre eux? Une histoire d'investissement douteux, m'a-t-il dit. Une ruine, une trahison. Et des années de silence. Il marqua une pause. Mais vous savez, Jane, dans ces affaires-là, on croit les choses oubliées. Et puis un mot, une lettre, un retour imprévu. Et tout remonte. Miss Marple hocha lentement la tête. À Cliffmere, le passé ne dormait jamais bien profondément. Le docteur se leva, traversa la pièce et revint avec un petit dossier relié par une ficelle. Il en tira une enveloppe sans timbre, légèrement froissée. Je suis allé chez Geoffrey, peu de temps. Remarquez cette lettre, posée à l'envers sur son bureau. Par inadvertance, je l'ai retournée. Il hésita, puis l'attendit à Miss Marple. Je ne l'ai pas ouverte, bien entendu. Mais je l'ai lue ensuite. Elle était restée là, oubliée. Et après le drame, je me suis permis. Miss Marple lut en silence. L'écriture était ferme, tendue. Le contenu bref. Je ne t'ai pas oublié. Je ne te pardonne pas. Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas. Tu le paieras. G. Aucun nom de famille, remarqua Miss Marple. Mais ce G, probablement Gregory Peel, acquiesça le docteur. Une menace à peine voilée. Non envoyée, mais laissée en évidence. Était-ce un appel à la confrontation ou un piège pour raviver la peur? La lettre, muette, attendait depuis. Peut-être qu'elle avait déclenché plus qu'un simple trouble. Miss Marple remercia le docteur pour son temps et ses confidences. Elle se leva lentement, remit ses gants avec soin, puis, en guise de dernière remarque, lança d'un ton apparemment léger. Viviane semble bien seule à présent. Le silence qui suivit fut si bref qu'il aurait pu passer inaperçu. Mais pas pour elle. Le docteur Latham détourna les yeux, comme s'il contemplait quelque chose au-delà de la fenêtre. Quand il répondit, sa voix était parfaitement neutre. Oui, seule. Mais ce mot si simple avait résonné étrangement. Était-ce de la compassion, de la peine ou autre chose? Un attachement ancien, inavoué peut-être. Ou une inquiétude, une peur que Viviane ait été plus qu'un pion dans cette tragédie. Miss Marple, en franchissant le seuil, se retourna brièvement. Vous croyez qu'elle ment, n'est-ce pas? Le docteur sourit, mais ce sourire ne toucha pas ses yeux. Je crois qu'elle est bien plus forte qu'on ne le pense. Et sur ces mots, il referma la porte. Miss Marple, en regagnant le chemin bordé d'ifs, savait que cette force cachée allait devoir être confrontée. Et qu'à Cliffmere, les plus faibles n'étaient pas toujours ceux que l'on imaginait. Le soleil filtrait à peine à travers les rideaux de dentelle lorsque Mrs. Dalrymple, en versant le thé avec son soin habituel, glissa une remarque en apparence anodine. « Tu sais, Jane, le registre de l'auberge mentionne un certain Gregory Peel, arrivé il y a 3 jours. Très discret, paraît-il.
Presque personne ne l'a vu. Miss Marple leva doucement les yeux de son tricot. Gregory Peel. Un nom soufflé par le docteur Ladame, un nom flottant dans l'ombre du passé de Geoffrey. Peel. Ce n'est pas si commun, dit-elle doucement. Un homme d'un certain âge, poursuivit Madame Dalrymple. Très poli. Mais le genre de personne qui donne l'impression d'attendre quelque chose. Ou quelqu'un. Miss Marple se promit d'aller faire un tour près de l'auberge l'après-midi même. Dans les villages comme Cliffmere, les revenants ne s'annoncent pas toujours par la grande porte, mais leur présence laisse des traces, dans les registres, les regards évités, ou une tasse de thé non terminée. Miss Marple, armée de son éternel panier à couture, longea tranquillement le chemin bordant l'auberge. Comme par hasard, Gregory Peel sortait du petit jardin arrière, une canne à la main. « Oh, excusez-moi, monsieur, » dit-elle en souriant. Ce sentier est si étroit par endroits. L'homme, élégant sans ostentation, s'inclina légèrement. « Ne vous excusez pas, madame. L'air ici est si pur qu'on en oublie la ville. » Miss Marple saisit l'occasion avec souplesse. « Vous n'êtes pas d'ici, je crois. » En effet, un simple visiteur, venu prendre un peu de recul. Son ton était affable, mais chaque réponse semblait choisie avec un soin presque exagéré. Trop neutre, trop lisse. Un homme qui parlait beaucoup, mais ne disait rien. Miss Marple hocha la tête poliment. Le genre de rencontre que d'autres auraient jugée anodine. Mais dans ses yeux, à elle, il restait des questions suspendues dans l'air tiède de l'après-midi. Ils poursuivirent quelques pas ensemble, comme deux promeneurs solitaires soudain compagnons de fortune. Gregory semblait s'être détendu légèrement. « Vous savez, je connaissais Geoffrey Blanchard, » murmura-t-il, comme on avoue un ancien chagrin. « Oh, nous avons été associés, autrefois. Une affaire qui s'est mal terminée. Mais j'étais venu pour tourner la page, je suppose. » Il haussa les épaules, le regard perdu dans le lointain. 10 ans, c'est long, et l'amertume devient un fardeau. Miss Marple ne le pressa pas. Elle savait que les regrets sincères se disent rarement sans hésitation. Or, Gregory parlait avec une fluidité étrange pour un homme censé être encore marqué par une blessure. « Aviez-vous revu Geoffrey » demanda-t-elle enfin. « Je comptais le faire, mais il était trop tard. » Il n'ajouta rien, mais laissa son regard flotter un instant, comme si une occasion manquée pesait sur ses épaules. Ou un mensonge bien rodé. Plus tard dans la journée, Miss Marple s'attarda à l'auberge, sous prétexte de simple, demanda-t-elle en versant du sucre. La jeune serveuse fronça les sourcils. « Pas vraiment, madame. Il reste beaucoup dans sa chambre. Hier soir, on ne l'a pas vu après le dîner. Il lisait, paraît-il » Il l'a dit, oui, mais nous étions débordés avec la tempête. Personne n'a monté de plateau, ni passé devant sa porte. Il aurait pu sortir sans qu'on le voie. Miss Marple hocha pensivement la tête. Une brume persistante, au sens propre comme au figuré, enveloppait cette soirée fatale. Un alibi sans témoin. Un homme seul, invisible, tandis qu'un autre homme tombait dans le vide. Trop commode, ou simplement la vérité nue. Dans un village comme Cliffmere, l'ombre avait parfois la forme d'une absence. Le lendemain, Miss Marple croisa M. Cholmondeley à la sortie de la bibliothèque. Entre deux considérations sur les calendriers des plantations, il évoqua Gregory Peel avec une moue contrariée. Un type intelligent, mais il n'a jamais digéré ce qui s'est passé. Vous l'avez connu à l'époque ? De loin. Geoffrey l'avait convaincu d'investir dans ses ateliers de menuiserie. Puis les fonds ont disparu. Geoffrey s'en est tiré, bien sûr. Mais Gregory, il a tout perdu. Miss Marple sentit poindre quelque chose de plus acide dans la voix du vieux jardinier. Et il est revenu, après 10 ans, juste comme ça. Pour pardonner ? Pfff. On ne revient pas dans un village qu'on déteste juste pour faire la paix. Pas quand on a connu la ruine ici. Cette remarque, prononcée avec la sincérité brute des gens simples, pesa plus lourd dans l'esprit de Miss Marple que bien des discours savants. Miss Marple, fidèle à son naturel curieux, s'arrêta un instant dans le hall de l'auberge. La valise de Gregory Peel reposait près de la cheminée, en attente d'un porteur. Elle ne l'aurait pas remarqué si une tache sombre n'avait attiré son regard. Une éclaboussure, fine mais distincte, sur le cuir clair.
une trace irrégulière, comme si la valise avait été posée sur un sol détrempé ou boueux. Or, les chemins autour de l'auberge étaient secs depuis 2 jours. Sauf peut-être, pensa-t-elle, ceux menant aux falaises. Là où l'herbe garde l'humidité plus longtemps. Un petit détail, mais dans le monde de Miss Marple, les vérités se cachaient souvent dans l'angle oublié d'une valise. Elle tourna les talons sans mot dire, le regard serein mais l'esprit en alerte. Si Gregory avait menti, il l'avait fait sans négliger la forme, mais pas les traces que laisse un pas dans l'herbe mouillée. De retour chez Madame Dalrymple, Miss Marple reprit sa place habituelle dans le salon, le thé fumant entre ses doigts. La pendule marquait 16 heures précises. Un silence complice flottait entre les 2 femmes. « Tu penses toujours que Viviane cache quelque chose ?» demanda Mrs. Dalrymple. Miss Marple leva lentement les yeux. « Je pense que Viviane n'est pas étrangère au drame. Mais je commence à croire qu'un autre fil, oublié, se resserre. Gregory Peel. Oui, un homme ruiné, humilié, qui revient sans prévenir. Un alibi bancal. Une lettre de menace non envoyée mais bien réelle. Une valise salie par les falaises. Et surtout, une colère trop bien contenue. » Elle marqua une pause puis ajouta doucement. « Il arrive que le coupable se tienne en silence au bord du théâtre, tandis que les autres jouent leur rôle. » Mrs. Dalrymple blêmit. « Tu crois qu'il l'a poussée ?» Miss Marple ne répondit pas. Elle se contenta de lisser un pli imaginaire sur sa jupe. La vérité, comme le thé noir, demandait parfois une lente infusion. Mais son arôme finissait toujours par se révéler. J.F., ce matin-là, alors que les pivoines commençaient à s'ouvrir sous la brise fraîche, Miss Marple s'étonna d'un détail que peu auraient noté. À 8 heures précises, l'église de St. Mary's aurait dû résonner de sa cloche rituelle annonçant l'office matinal. Or, aucun tintement ne s'était fait entendre. Elle reposa doucement sa tasse. « La cloche n'a pas sonné, » dit-elle à voix basse, presque pour elle-même. Mrs. Dalrymple haussa les épaules. « Peut-être un oubli de M. Pottle. Il devient distrait ces derniers temps. » Mais Miss Marple n'oubliait jamais les habitudes d'un village. Les cloches marquaient les heures et les saisons avec une régularité de métronome. Que l'on en supprime une, même pour un jour, et c'était tout le rythme du village qui se trouvait subtilement faussé. Et si, se dit-elle, ce silence n'était pas un simple oubli, mais une manœuvre. Une dissonance volontaire dans la mécanique du quotidien. Elle trouva M. Pottle à l'arrière de l'église, occupé à polir un vieux lutrin de bois. Son visage parcheminé s'éclaira à la vue de Miss Marple. « Madame Marple, vous ici de si bon matin ?» Je me demandais simplement, pourquoi la cloche n'a-t-elle pas sonné ce matin? Il s'essuya les mains sur son tablier. « Ah, c'est que j'ai été interrompu. Juste avant de monter au clocher, un appel. Très pressé. Une dame paniquée. Elle disait avoir vu une silhouette rôder près du cimetière. » Miss Marple pencha légèrement la tête, raccrochée avant que je puisse en savoir davantage. J'ai perdu du temps à vérifier. Pour rien, évidemment. Elle lui adressa un sourire compréhensif. Mais au fond d'elle-même, une certitude naissait. Quelqu'un avait volontairement empêché le tintement de 8 heures. Et donc, modifié le point d'ancrage du récit collectif. Le presbytère, paisible maison de pierre aux volets peints, accueillit Miss Marple avec le silence chaleureux des lieux familiers. Dans le vestibule, elle jeta un regard apparemment distrait vers l'horloge murale. Une pendule ancienne, à balancier doré, qui rythmait les entrées et les départs depuis des générations. Elle fronça imperceptiblement les sourcils. « Il est 8h40, annonça-t-elle. « 9h moins 10, répondit la gouvernante. Le décalage la frappa aussitôt. 10 minutes d'avance, une anomalie mineure, mais lourde de conséquences. Car si cette horloge servait de référence pour les témoignages, ce qu'elle soupçonnait fort, alors tout ce qui avait été vu, dit ou entendu ce matin-là pouvait être inversé, amplifié, déplacé. Elle quitta la pièce en silence, mais avec la certitude que cette pendule, si fière de son antique précision, avait peut-être servi d'outil à une manipulation plus vaste. Dans le chemin creux menant à la poste, Miss Marple croisa Mrs. Whitby, une dame connue pour sa langue bien pendue et sa mémoire précise,
quoique parfois arrangé selon son humeur. Je vous l'ai dit, Jane, je l'ai vu, ce pauvre Geoffrey. Il marchait vers la falaise. Il devait être 8h35. L'horloge du presbytère venait de sonner. Miss Marple inclina légèrement la tête. « Étiez-vous certaine de l'heure » ? « Absolument. J'ai entendu les carillons moi-même. » Un sourire presque imperceptible effleura les lèvres de Miss Marple. Elle venait tout juste de vérifier que cette horloge avançait de 10 minutes. Ce que Mrs. Whitby avait entendu était donc 8h25 en réalité. Et à cette heure-là, selon d'autres témoignages, Geoffrey était encore dans sa chambre. Ainsi, le récit que l'on croyait véridique devenait impossible. Et l'œil de Miss Marple, toujours aussi calme, brillait d'une vigilance accrue. Ce fut dans le salon de Madame Dalrymple que le destin fit un nouveau clin d'œil à Miss Marple. Tandis qu'elle tricotait paisiblement, ses yeux effleurèrent la corbeille à couture posée près de la fenêtre. Un coin de tissu dépassait, plié mais pas enfoui, comme si on l'y avait glissé à la hâte. Elle reconnut le style sans peine. Un mouchoir brodé, finement tourlé, orné d'un monogramme discret. Mais ce n'était pas le genre d'objet que Mrs. Dalrymple laissait traîner. « Tiens, ce mouchoir est charmant, » dit-elle doucement. Mrs. Dalrymple haussa les sourcils. « Ce n'est pas à moi, je crois. Peut-être une amie venue coudre avec moi cette semaine. Je ne me souviens plus. » Miss Marple, sans toucher l'objet, le fixa un instant. Il avait été déplacé, cela ne faisait aucun doute. Mais qui l'avait apporté ici? Et pourquoi? Plus tard, seule dans le salon pendant que Mrs. Dalrymple préparait le thé, Miss Marple s'autorisa une observation plus attentive. Le mouchoir, toujours dans la corbeille, révéla ses secrets aux yeux aguerris de l'ancienne institutrice. Les lettres G, B y figuraient, brodées en bleu pâle. Mais en regardant de plus près, une légère discontinuité dans les fils attira son attention. Le G avait peut-être été un C à l'origine. Le fil bleu semblait recouvrir un tracé plus ancien, plus brun. Une altération volontaire. Pourquoi transformer un C en G? Elle se souvint alors d'un mouchoir mentionné dans une lettre de Geoffrey à un certain Gregory Peel, où il évoquait un souvenir ancien, un mouchoir brodé offert lors de leur partenariat. Le simple tissu devenait ainsi une pièce déplacée sur l'échiquier du mensonge. Si Gregory était revenu réclamer justice, ce mouchoir était peut-être une manière de se souvenir, ou de dissimuler une preuve. Miss Marple comprenait mieux maintenant. Un détail textile pouvait en dire plus long qu'un aveu, surtout lorsqu'on cherche à réécrire le passé à point serré. Le puzzle se dessinait lentement dans l'esprit de Miss Marple, comme une tapisserie révélant enfin son motif. Une cloche silencieuse pour fausser le rythme. Une horloge avancée pour tordre le temps. Un témoignage déplacé, devenu suspect. Un mouchoir altéré, rattachant un homme à une histoire qu'il avait peut-être voulu effacer, ou corriger. Tout indiquait une volonté méticuleuse de redéfinir la chronologie, de créer un cadre factice, où un alibi semblait solide, mais ne reposait que sur des illusions soigneusement orchestrées. Qui donc, murmura Miss Marple, avait intérêt à ce que l'on croie que Geoffrey était vivant à une heure précise. Son regard se perdut un instant dans les buissons de lavande qui bordaient la véranda. La vérité n'était plus très loin. Mouchoir oublié. Il faisait une de ces fins d'après-midi, où la lumière dorée filtre à travers les rideaux comme une bénédiction silencieuse. Miss Marple, posément installée dans le salon de Mrs. Dalrymple, fit annoncer à voix basse qu'elle souhaitait inviter quelques connaissances pour un thé improvisé. L'idée fut lancée avec cette simplicité toute campagnarde, comme on proposerait une promenade ou une partie de cartes après dîner. Mais derrière cette courtoisie, chaque mot avait été pesé. Il me semble que nous aurions tous intérêt à nous retrouver et à clarifier certains malentendus, dit-elle avec ce ton si doux qu'il masquait l'intention véritable. Gregory Peel, M. Chumley, Madame Whitby, le bédot Pottle, et même la gouvernante du presbytère furent conviés. Tous acceptèrent, sans oser refuser. Il y avait, dans la voix de Miss Marple, une forme d'autorité tranquille que nul n'aurait songé à défier. Mrs. Dalrymple prépara ses plus belles tasses en porcelaine,
les sablés au gingembre, les tranches de gâteau aux épices. Mais ce n'était pas la gourmandise qui faisait frissonner l'air. C'était le pressentiment, celui que ce thé ne serait pas comme les autres, et que la vérité, peut-être, s'inviterait entre deux gorgées. Les invités s'installèrent lentement autour de la table basse, chacun choisissant son fauteuil comme s'il s'agissait d'un camp à défendre. La théière chantonnait doucement, et pourtant personne ne semblait prêt à entamer la moindre mélodie de conversation. Gregory Peel fixait sa tasse avec une intensité presque douloureuse, tandis que Mrs. Whitby, trop bavarde d'ordinaire, triturait son mouchoir en silence. Le bédot, quant à lui, jouait distraitement avec sa montre à gousset, un tic révélateur chez un homme d'habitude si ponctuel. Miss Marple, elle, versait le thé avec un calme étudié, prenant soin de remplir chaque tasse selon les préférences habituelles. Une cuillerée de sucre pour Monsieur Chumley, pas de lait pour Gregory, un nuage de crème pour Madame Dalrymple. « Je suis ravie que vous soyez venu, » dit-elle enfin, les yeux baissés sur les assiettes. Un simple murmure de remerciement lui répondit. Le silence. Ce vieil habitant des maisons anglaises s'était installé entre les paroles et les regards. Et pourtant, il était lourd de tout ce qu'on n'osait pas dire. Comme si la moindre fausse note dans le service du thé pouvait faire s'écrouler toute une construction patiemment érigée. Et Miss Marple, sans se presser, allait commencer à en soulever les tuiles. Miss Marple posa doucement sa tasse sur la soucoupe. Le tintement cristallin résonna dans le salon comme une ponctuation discrète. Puis elle leva les yeux, ses prunelles d'un bleu pâle allant de l'un à l'autre. « Je me suis souvent demandé, dit-elle, comment les vérités les plus profondes se cachent dans les choses les plus modestes. Un mouchoir, une cloche, une broche déplacée. » Elle tourna légèrement la tête vers Gregory Peel. « Vous souvenez-vous, Monsieur Peel, de ce mouchoir brodé que j'ai trouvé dans la corbeille de couture de Madame Dalrymple? Il portait des initiales qui semblaient avoir été modifiées, comme si l'on avait voulu qu'un certain objet change d'identité, tout comme certaines personnes dans cette pièce. » Gregory ne répondit pas, son visage demeurant impassible, mais son poing se crispa à peine. « Et cette cloche de l'église? Que dire d'un appel mystérieux qui a détourné notre bédot de son devoir? Un simple retard, pourrait-on croire. Mais à Sainte Mary Mead, les cloches rythment nos vies. En les faisant taire, on dérègle bien plus que l'office. » Le bédot rougit sous son col amidonné. « Enfin, poursuivit Miss Marple en saisissant sa broche, un petit camée discret. Il y a les symboles, des objets déplacés, des habitudes faussées, un rideau tiré trop tôt, une horloge qui avance de 10 minutes. Un détail mineur, penserez-vous. Mais quand plusieurs détails s'accordent dans leur dissonance, alors ce n'est plus une coïncidence. » Elle marqua une pause. Le silence se fit plus dense encore, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Il suffit parfois d'un pas de travers sur un tapis familier pour éveiller le doute. Et dans cette suite de petits riens, un plan se dessinait. Un plan conçu avec soin. Mais peut-être pas avec assez de discrétion. Miss Marple posa ses mains sur ses genoux, avec la sérénité d'une vieille dame qui s'apprête à raconter une anecdote, et non à révéler un crime. « Permettez-moi de vous raconter une histoire. Elle commence un matin comme les autres. Il est un peu plus de 8 heures. Geoffrey est encore vivant, dans sa chambre, au 2e étage. Elle jeta un regard vers Madame Whitby. « Mais selon votre témoignage, vous l'avez vu à 8h35 marchant vers la falaise. Une observation confirmée, disiez-vous, par l'horloge du presbytère. » Elle laissa flotter le silence. Or, cette horloge avançait de 10 minutes. Mrs. Dalrymple et la gouvernante, Geoffrey prenait encore son thé dans sa chambre. Le murmure d'inquiétude se répandit, comme une fissure dans la porcelaine. Alors, reprenons. À 8 heures, la cloche ne sonne pas. Pourquoi? Parce que M. Pottle a été envoyé sur une fausse piste, retardé par un appel téléphonique. Un appel émis depuis une cabine du village. Une voix féminine, aiguë, volontairement déformée peut-être, elle marqua une pause. Ensuite, une horloge est réglée avec quelques minutes d'avance, un simple geste, mais qui suffit à fausser les alibis. Puis, se tournant lentement vers Gregory, enfin, un mouchoir.
dérobé il y a longtemps, brodé d'initiales qui ne sont plus les siennes. Un objet sentimental ou compromettant? Ce mouchoir a été retrouvé dans une corbeille, là où il n'aurait jamais dû être. Il a changé de main. Comme un témoin silencieux, Gregory ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Miss Marple conclut, calmement. Le crime n'est pas toujours une explosion de passion. Parfois, c'est une partition de silence, jouée à l'heure du thé. Miss Marple redressa légèrement le dos, ses mains toujours croisées sur ses genoux, et son regard se posa sur Gregory Peel. Le jeune homme, blême mais digne, semblait résigné à ce que le soupçon continue de peser sur lui. « Il est vrai, » dit-elle d'un ton doux, « que beaucoup ont cru voir en vous un homme emporté, instable, prompt aux gestes extrêmes. » Gregory baissa les yeux, les traits tirés. « Pourtant, » continua Miss Marple, « ce portrait ne correspond pas à la réalité. Vous avez crié, oui. Vous avez menacé, sans doute. Mais vous étiez davantage le miroir de la colère d'un homme blessé, pas d'un meurtrier. » Elle marqua une courte pause. Quelqu'un s'est servi de votre tempérament comme d'un masque commode. On vous a laissé au centre de la scène pendant qu'en coulisses, un plan bien plus calculé se mettait en place. Mrs. Whitby laissa échapper un petit hoquet, vite étouffé dans sa manchette de dentelle. Ce que vous êtes, Monsieur Peel, c'est une diversion. Et une diversion ne tue pas. Gregory releva la tête. Pour la première fois, un éclair de soulagement traversa son regard. Mais si Gregory n'était pas coupable, alors qui avait joué cette partition cruelle jusqu'à son terme? Miss Marple fit mine de réfléchir, le regard perdu dans les motifs fleuris de la nappe. Puis, d'un ton paisible, elle reprit. Il y avait ce détail, si féminin qu'il en paraissait insignifiant. Une trace de rouge à lèvres. Sur une tasse, sur un col. Elle n'était pas anodine. Elle se tourna vers Millicent, dont la posture raide trahissait un contrôle farouche. Ce rouge à lèvres n'était pas le vôtre, Madame Dalrymple, ni celui de Madame Whitby. Il s'agissait d'une nuance particulière, légèrement nacrée, comme on n'en trouve plus guère que dans les nécessaires anciens, ou chez une femme qui souhaite se réinventer, une dernière fois. Personne n'osa parler. Ce rouge, poursuivit Miss Marple, était celui de Millicent, et elle ne le portait jamais, sauf ce jour-là. Il ne s'agissait pas d'un geste de coquetterie, mais d'un symbole, d'une mise en scène soigneusement pensée, une séduction tragique pour rappeler à Geoffrey ce qu'il avait méprisé, ce qu'il avait détruit. Millicent demeurait droite, figée. Seule sa main gauche tremblait faiblement sur l'accoudoir. Ce rouge à lèvres, dit Miss Marple plus bas, était une signature. Le dernier mot silencieux d'un cœur meurtri. Et dans le silence pesant qui suivit, chacun sentit qu'un voile venait de se soulever. Mais ce n'était pas encore la fin. Car un mobile, même bien maquillé, finit toujours par affleurer. Il y avait dans l'air une gravité nouvelle, presque sacrée, comme si le salon avait cessé d'être un simple lieu de thé pour devenir celui d'une vérité longtemps enfouie. Miss Marple reprit doucement, comme si elle craignait de heurter une plaie encore vive. « Il est difficile de parler de ce que l'on a perdu, » dit-elle, surtout lorsque cette perte s'accompagne d'humiliation. Millicent n'a jamais été simplement abandonnée. Elle a été trahie, exposée, puis réduite au silence. Elle s'adressait à tous, mais c'était à Millicent seule que ces mots s'adressaient. Une femme comme vous, intelligente, éduquée, indépendante, s'est retrouvée reléguée à l'arrière-plan d'une histoire mondaine. Geoffrey vous a laissé tomber pour une héritière frivole, vous a spolié de votre part dans l'entreprise familiale, et vous a traité comme une simple erreur de jeunesse. Les autres détournaient le regard, mal à l'aise. Et pourtant, vous êtes restée là, présente, digne, tricotant vos souvenirs comme on recoue les morceaux d'un passé abîmé, jusqu'au jour où l'humiliation a débordé, où la douleur s'est cristallisée, la lucidité. Ce n'était pas prémédité, pas dans le sens classique du terme. C'était une décision lente, feutrée, comme un poison qu'on distille goutte à goutte dans une tasse de thé. Et c'est dans cette tasse-là que Geoffrey avait bu son dernier matin. Millicent n'avait pas bougé. Son visage, si souvent impassible,
semblait maintenant sculpté dans une sorte de tristesse figée. Un voile s'était levé, mais il ne restait plus de colère. Seulement cette immense fatigue de ceux qui ont attendu trop longtemps que quelqu'un voie enfin leur douleur. Elle se leva lentement. D'un geste presque automatique, elle réajusta la broche sur son col. « Je ne me suis jamais maquillée, dit-elle. Pas depuis 20 ans. Sauf ce matin-là. » Sa voix n'était qu'un souffle, mais dans la pièce, chacun l'entendit. Il avait promis, vous savez. Pas grand-chose. Seulement de m'écrire. Après le bal à Bath. De me consulter avant de céder les parts. De me laisser mon nom. Elle sourit faiblement, un sourire sans lumière. Il n'a rien fait de tout cela. Rien. Miss Marple, assise, observait en silence. Elle n'avait pas besoin d'en dire davantage, tout avait été dit. Il riait ce matin-là. Il riait de moi. Millicent baissa les yeux. Elle n'essaya pas de nier. Elle n'implora ni pardon ni compréhension. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je l'ai regardé, et j'ai su que c'était fini, que je ne serais plus jamais vue autrement que comme celle qui l'avait oubliée. Elle s'assit de nouveau, calmement. Je l'ai tué parce qu'il ne me voyait plus. Un silence de plomb s'abattit sur le salon. On n'entendait plus que le tic-tac feutré de la vieille horloge du vestibule. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. Sa voix s'éleva enfin, presque tendre. Et pourtant, Millicent, vous n'avez jamais cessé d'exister. La phrase tomba comme une note d'orgue. Tout était dit. La justice suivrait son cours, bien sûr. Mais dans ce salon de St. Mary Mead, ce jour-là, ce fut la compréhension, non le jugement, qui régna. Le matin s'ouvrait sur St. Mary Mead avec une clarté paisible, comme l'avaient par les derniers orages moraux. Le ciel, d'un bleu tendre, laissait filtrer une lumière dorée sur les haies taillées, les volets encore clos, et les massifs de pivoine qui inclinaient leurs têtes alourdies de rosée. Dans son jardin, Miss Marple s'était installée dans son fauteuil en osier, un tricot sur les genoux, une pelote ivoire roulée dans un petit panier à ses pieds. Elle semblait absorbée par la régularité de ses mailles. Un point à l'endroit, un point à l'envers, comme si rien de tout ce qui s'était passé n'avait réellement troublé son monde. Pourtant, derrière cette apparente indifférence, son esprit tissait encore, d'un fil bien plus subtil, les derniers rebonds de l'affaire Dalrymple. Et tandis que le vent faisait danser les branches du pommier, elle releva brièvement la tête. Une pensée venait de s'inviter, comme une ombre discrète sur la pelouse. Sur la petite table d'osier, entre une soucoupe de porcelaine fine et une paire de lunettes au cadre délicat, reposait une enveloppe ivoire à l'écriture cursive. Miss Marple l'avait lue dès l'aube, mais elle l'avait laissée là, bien en vue, comme pour lui permettre de respirer à l'air libre. C'était une lettre de Madame Dalrymple, empreinte d'une retenue élégante. Elle y relatait avec sobriété la suite donnée par les autorités. Millicent ne serait pas traduite en justice. Le médecin avait appuyé sur sa fragilité mentale, la justice sur la complexité morale. Mais ce qui retenait Miss Marple, c'était une ligne plus discrète. Viviane n'a plus prononcé un mot depuis ce jour, ni à moi, ni à personne. Le silence, parfois, crie plus fort que les mots. Et Miss Marple, tout en reprenant son tricot, se demanda « Que dissimulait ce silence? Une peur, un soulagement, ou une loyauté blessée ?» Un souffle tiède fit frémir le feuillage, et dans le sillage du vent, un parfum léger monta jusqu'à elle. C'était le chèvrefeuille, discret, enchevêtré près de la tonnelle, qui offrait son odeur douce et sucrée, presque enfantine. Miss Marple ferma un instant les yeux. Il y avait dans ce parfum quelque chose de trompeur, une innocence apparente, une beauté sans conséquence. Et pourtant, combien de fois avait-elle observé que les choses les plus charmantes étaient aussi celles qui cachaient le mieux la douleur, la rancune ou le mensonge. Le chèvrefeuille, comme Millicent, avait fleuri sur une grille rouillée. Derrière l'élégance d'un sourire ou le velouté d'un compliment, se dissimulaient souvent des années d'humiliation contenue. Elle respira plus profondément et reprit sa maille. Ce parfum, subtil, agissait sur sa mémoire comme une clé,
une invitation à penser ce que l'on ne dit pas. Un point de tricot glissa. Miss Marple n'y prêta pas attention. Ses pensées venaient de se figer sur un mot ancien. Rancune. Un mot que l'on n'emploie plus guère dans les salons, mais que l'on croise, à pas feutrés, dans les yeux des gens. Ce n'était ni la passion, ni la répétée, mal digérée. Une blessure d'orgueil, reçue dans la solitude, entretenue dans le silence. Millicent n'avait jamais crié vengeance. Elle avait continué à vivre, polie, irréprochable, invisible. Et c'est précisément cette invisibilité imposée qui l'avait brisée. Elle n'était pas devenue criminelle par caprice, mais parce qu'on l'avait peu à peu effacée. Miss Marple leva les yeux vers le ciel. Il était limpide, mais sans chaleur. Comme ces gens du monde, affables mais distants, qui savent faire mal sans jamais lever la voix. Et elle se dit, combien de personnes, dans ce village même, portent des blessures semblables? Combien de silences sont en réalité des cris rentrés? Mais toutes les rancunes ne débouchent pas sur un crime. Encore faut-il, pour cela, qu'un cœur se ferme tout à fait. Miss Marple n'avait jamais prétendu être infaillible, mais elle avait cultivé au fil des ans une vertu discrète, celle d'observer sans condamner. C'est là, pensait-elle, que résidait le vrai pouvoir, dans la patience du regard, non dans la précipitation du jugement. Elle repensa à la tasse de thé que Viviane n'avait pas bu, au rideau qu'un vent léger avait déplacé à l'instant précis où Millicent était entrée dans le salon, au silence de Grégory, trop emporté pour être coupable. Autant de petits détails que d'autres auraient négligés, mais qui, dans l'œil aguerri de Miss Marple, formaient un dessin invisible. Elle ne se réjouissait jamais d'avoir eu raison. Il y avait trop de douleur, trop d'irréversibilité dans la vérité dévoilée. Mais elle savait que cette lucidité bienveillante, ce regard qui cherche à comprendre avant de punir, faisait parfois toute la différence. Elle releva la tête. Un merle s'ébrouait dans la fontaine. L'eau troublée reflétait un instant le ciel, puis redevenait limpide. C'était ainsi qu'elle aimait voir les choses, troublées certes, mais jamais opaques. La pelote s'était presque vidée. Miss Marple posa ses aiguilles et laissa son regard errer sur le jardin, à peine effleuré par le vent. Elle pensa. Ce n'était pas l'amour qui avait conduit Millicent à ce geste, ni même la haine. C'était cette peur sourde d'être oubliée, remplacée, effacée. Une blessure profonde que seule l'ombre peut porter, et que la lumière des autres rend plus cuisante encore. On ne tue pas pour un baiser, mais pour ce qu'il cache, une promesse non tenue, une place qu'on croyait sienne et qui ne l'est plus. Miss Marple soupira, puis se leva lentement. Elle n'éprouvait ni triomphe ni mélancolie. Seulement cette conscience douce amère que la vérité, parfois, ne rend pas la vie plus facile, mais un peu plus compréhensible. Et tandis qu'elle regagnait sa véranda, elle murmura, presque pour elle-même. Les gens oublient, mais le Miss Marple a patiemment déroulé entre soupirs du jardin et échos du passé. Rien n'a crié la vérité. Elle s'est simplement laissée entendre, dans le silence d'un regard ou le froissement d'un mouchoir oublié. Mais au fond, est-ce vraiment le crime qui bouleverse ou la solitude qu'il révèle? Et vous, pensez-vous qu'on tue par amour ou par orgueil blessé? Dites-le-moi en commentaire. Si ce mystère vous a touché, n'hésitez pas à aimer, partager, vous abonner ou simplement revenir pour une autre tasse de thé.